Je vais vous faire une confidence. Tu peux me raconter tout ce que tu voudras. C'est merveilleux d'entendre parler comme ça. Et, vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est quoi? C'est intime? C'est privé? C'est personnel? Écoute, laisse-moi parler tout de même. On est du verbe naître, on est comédien. Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. La semaine dernière, Un fauteuil pour deux sur Séance Radio recevait la productrice Marie-Ange Luciani, membre du jury de la compétition internationale du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. Le festival s'est tenu toute la semaine dernière, rythmant la ville de projection, plus de 70 films en avant-première, d'ateliers, de concerts, de masterclass et de rencontres, notamment avec Quentin Dupieux, Karine Viard, Ethan Hawke ou encore Anna Karina. Retour sur cette 9e édition, rencontres et débriefing sur les films lauréats avec le délégué général du festival, Paolo Moretti. Paolo Moretti a travaillé à la programmation de plusieurs festivals, dont celui de la Mostra de Venise. Il a été producteur. Il vient d'être nommé délégué général de la prestigieuse quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Il est directeur de cinéma, le Concorde, à La Roche-sur-Yon. Et il est également donc à la tête du Festival international de La Roche-sur-Yon pour la 4e année consécutive. Une programmation riche et éclectique qui se veut aussi exigeante que populaire. Paolo Moretti, bonjour. Comment s'est passée cette 9e édition? Bonjour. Très bien. Très bien. C'est la 5e. La 5e. Ah, pardon. Votre 5e année consécutive et la 9e année du festival, c'est ça? Exactement. C'est ça. Et ça s'est très bien passé. Oui. Est-ce qu'il y a eu des moments marquants que vous retiendrez, qui font l'histoire du festival? Moi, je pense, mais en fait, voilà, c'est qu'en fait, je me bats toujours un peu contre cette idée des moments marquants ou des temps forts. Moi, les festivals tout entiers, en fait, un temps fort, et que, comme on fait des propositions très différentes et ouvertes, moi, je pense qu'en fait, moi, je mets propre, peut-être, voilà, un coup de cœur, mais que, en fait, pour moi, le festival tout entier est un temps fort et que chacun a pu trouver ses propres temps forts. Donc, bref, c'était riche, en tout cas. D'accord. C'était très riche, et il y avait, il y avait plus de 50 de films en première, et il y a eu plusieurs invités qui sont venus rencontrer le public. C'était une belle fête, le public en hausse, il y avait une très, très belle atmosphère. Bref. Et une très belle édition. Sur ces compétitions, plus d'une 50 de films en avant-première, et puis 4 compétitions, c'est bien ça? Oui, plus 5, le public évidemment, et il y a aussi le prix du public. Est-ce que vous pouvez nous parler du palmarès? Quels ont été les films récompensés? Alors, les films récompensés ont été plusieurs. Il y a une jeune révélation, Nathan Ambrosioni, avec son film Les drapeaux de papier. Oui. Un film d'un réalisateur étonnant. Il avait 18 ans quand il a tourné le film et il en a 19 maintenant. Voilà. C'est un très, très, très jeune talent, très, très, très prometteur. Et alors lui, il a eu quel prix? Il a eu le prix Trajectoire BNP Paribas. C'est les prix, le film Les drapeaux de papier, des papiers donc. Oui. Il est un jury de lycéens qui lui a attribué les prix. Mais il a aussi les prix du public, c'est-à-dire que tous les nouveaux films, les longs métrages qui étaient présentés pour la première fois en France concouraient au prix du public. D'accord. Et en fait, il se battait quand même contre des films de très haut profil, comme les nouveaux films de Steve McQueen ou le nouveau film de Lantimos. Il se battait quand même contre des films de cette taille-là. Et néanmoins, il a conquis le public. Ensuite, il y a eu la compétition Nouvelle Vague où il y a eu 2 mentions spéciales. Un film japonais qui s'appelle One Cut of the Dead en original, Ne coupez pas, titre français. C'est l'un des cas cinématographiques de l'année. C'est un film qui a réalisé dans le cadre d'un atelier. Qui a coûté peu plus qu'une voiture moyenne. Il a coûté $27,000 et qui n'arrête pas de faire exploser des box-office à droite et à gauche. En tout cas, c'est l'un des succès les plus inattendus au box-office japonais. Ah ouais. Un film des zombies, mais qui est aussi un mécanisme méta-cinématographique réjouissant. C'est un faux film des zombies qui cache une comédie familiale et qui cache aussi un discours sur le cinéma. C'est vraiment un film d'une intelligence réjouissante.
Et alors pour la compétition internationale? C'est pas fini la compétition Nouvelle Vague, ça c'était que les mentions. Il y a aussi le discours d'acceptation glorieux de Nicolas Chauvin, de Benjamin Crotty, qui faisait aussi sa première française. Et comme dans la compétition Nouvelle Vague, c'est un peu le territoire de expérimentation, voilà, des expériences comme ça et des recherches de nouveaux langages. Et on mélange les courts-métrages et les longs-métrages. C'est-à-dire que les courts-métrages, longs-métrages, moyens-métrages concourent au même prix et au même titre. Et donc c'était un plaisir en fait de voir que le jury a primé un court-métrage comme prix principal. Il s'agit d'un Château l'autre d'Emmanuel Mar qui a eu sa première mondiale à Locarno, qui était présenté donc pour la première fois en France ici et que le jury a choisi de primer. Le jury était entre autres composé par Teddy Williams, un réalisateur, et César Vessier, un metteur en scène et réalisateur, et par Adina Pintillier, qui est la réalisatrice qui a remporté l'Ours d'Or cette année à la Berlinale avec son long-métrage Pacheminois. D'accord. Et voilà, c'est un jury qui a choisi ce film d'Emmanuel Mar, d'un Château l'autre. Et pour la compétition internationale, donc un jury composé par Marie-Ange Luciani, la productrice. Avec qui on a pu parler la semaine dernière, oui. Des 120 battements par seconde, les réalisateurs franco-israéliens Nadav Lapid et le directeur de la semaine de la critique de Venise, de la Mostra de Venise, John Nazzaro, qui ont choisi d'attribuer un prix ex aequo à deux films qui étaient présentés aussi en première ici, donc La Favorite de Yorgos Lanthimos, qui a remporté les prix spéciaux du jury à la Mostra de Venise cette année et qui donc remporte à nouveau un prix spécial du jury ici, ex aequo avec Profile, un film de Timur Bekmambetov qui a été réalisé avec la technologie, avec cette nouvelle forme de narration que Timur Bekmambetov développe depuis quelques années qui s'appelle Screen Life. Tout le film se passe sur un écran d'ordinateur. C'est extrêmement efficace et très bluffant et on sent à quel point la recherche qui est derrière en fait contribue à faire évoluer les langages et moi je suis extrêmement content qu'en fait le film, les jurys aient su voir ce qu'on a vu aussi dans ces films en termes de nouveautés explosives, en termes de réinvention d'écriture. Et enfin, il a attribué les grands prix du jury international Ciné+, c'est-à-dire un prix qui est doté de 15 000 € par Ciné+, un préachat droit de diffusion en télé, à What You Gonna Do When the World's on Fire de Roberto Minervini, qui est en compétition à Venise cette année. D'accord. Et que cette même fin de semaine a remporté les prix du meilleur documentaire au Festival de Londres, au BFI. Donc c'est merveilleux parce qu'on vous sent complètement habité par ce palmarès. Vous défendez ces films comme si c'était les vôtres. Et alors je voulais savoir, vous parliez tout à l'heure du fait que dans cette sélection de films, vous ne faites pas attention au genre, aux nationalités, aux durées. Vous pouvez mettre un court-métrage en face d'un long-métrage dans la même sélection. Je voulais savoir sur quels critères vous sélectionnez les films pour le festival. Ils sont deux critères fondamentaux. Je dirais que le critère principal est celui de la nouveauté. En fait, ce sont des films nouveaux qui doivent jouer un effet découvert. Ouais. Mais pas seulement en termes chronologiques, même si effectivement en termes chronologiques, donc des films qui n'ont pas été présentés en France, qui n'ont pas eu la chance d'une exposition cannoise, ça c'est l'un des critères. D'accord. Et l'autre critère, c'est que la nouveauté ne s'arrête pas à l'aspect chronologique. C'est-à-dire que c'est la nouveauté dans le film, aussi. Voilà, dans la proposition, dans l'écriture, en fait, les films doivent incarner quand même quelque chose de l'ordre de l'esprit contemporain qui est très difficile à détailler, en tout cas, mais sont des films qui nous convainquent et qui ne réutilisent pas forcément des codes trop établis, mais qui essayent, au risque de l'interprétation, de
proposer quelque chose de nouveau. Et alors justement, avec cette sélection qui est à la fois éclectique, internationale, qui n'a que faire des genres, et à travers cette sélection, c'est un vrai regard sur le cinéma d'aujourd'hui et sur le monde qui est posé. Et je voulais savoir, au regard de cette programmation et de ce festival, comment va le cinéma, comment va le monde? Est-ce qu'il y a des grandes tendances, des thèmes et des façons de filmer nouvelles? Quelles sont-elles? C'est difficile d'identifier des tendances. Et franchement, je n'ai pas une piste, je n'ai pas une fil rouge. Cela veut dire peut-être aussi quelque chose. Dans le sens probablement, oui. Sur la diversité. C'est très difficile, c'est-à-dire que c'est très difficile de trouver des choses en commun. Il y a des films qui se parlent, évidemment, parce qu'une fois qu'on a complété la sélection, comme on choisit jamais des films pour les sujets ou pour leur dimension informative, on se rend compte nous-mêmes aussi, en fait, quand on établit la grille de programmation, on trouve que il y a des correspondances qu'on n'avait pas forcément vues jusqu'à ce moment-là. Et en effet, ça participe du fait que les artistes sont quand même les personnes qui sont les plus sensibles, censées être les plus sensibles à l'esprit du temps, au zeitgeist, et qui donc il y a des choses évidemment qui sont dans les temps présents, qui sont interceptées et élaborées, même si de façon très différente, par les artistes. Je suis dans l'impossibilité la plus absolue de voir ou de lire avec clarté des tendances. Non, mais c'est très intéressant justement qu'il n'y ait pas nécessairement de tendances, de grandes tendances. Dites-moi, j'ai vu que donc vous revendiquez ce caractère international du festival. J'ai vu que les films viennent d'Europe, des États-Unis, d'Amérique latine et même du Japon, mais il m'a semblé que rien ne vient du continent africain. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas. je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas, dans le sens où c'est pas faute d'avoir cherché, parce qu'on cherche partout, en fait. Mais vous n'avez pas trouvé. Je n'ai pas de réponse. Ça nous est arrivé. Enfin, il y a 2 ans, on avait un film qui venait d'Afrique. C'est un cinéma qui est peut-être moins actif, c'est ça ? Non, je ne dirais pas ça, parce qu'il y a quand même énormément d'activités. Peut-être en proportion, en fait, même en termes de propositions, si on va voir le pourcentage de films qui viennent du continent africain qui apparaissent même dans les plus grands rendez-vous. C'est-à-dire qu'ici, nous sommes 2 personnes à faire le programme, et que, évidemment, on a une limitation de temps et de champ de recherche. Même dans les très grands événements qui ont des centaines de films, disons que les films de provenance du continent africain ne sont jamais majoritaires. Enfin, en tout cas, ne sont jamais une quantité importante. Même quand il y a des personnes qui sont spécialement dédiées à la recherche dans ce territoire-là. Il y a 3 ans, le film de Sib Sangulamer, Nekta Youth, qu'on a présenté ici, c'était un film africain d'une modernité déconcertante. Ah oui. Et c'était, c'est aussi ça qui nous intéresse. Quand je dis, on n'a pas, il n'y a pas d'obligation, en tout cas, de représenter tel ou tel continent. C'est en fonction des films que vous. Oui, bien sûr, je comprends. Vous pouvez voir aussi qu'on n'a pas cette année, on n'avait pas de films brésiliens. Oui. Par contre, il y a 2 ans, on avait un film brésilien extrêmement intéressant, une réalisatrice femme de Anita Rocha da Silveira qui s'appelait Mate-me por favor, Kill Me Please. C'est un film qui a été acheté suite au passage à La Roche-sur-Yon et qui est sorti en salle suite à ça. Bref, mais ce n'est pas le goût de prendre un film brésilien ou le goût de prendre un film. Oui, je comprends. Ça marche pas par nationalité. Ça marche par coup de cœur. Plus que ça, en fait. Ça marche par le fait que, ce sont des films que, indépendamment de leur territoire, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment pas jouer les planisphères et les petits drapeaux sur les pays. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment témoigner des visions extrêmement modernes, contemporaines, notamment en termes d'écriture cinématographique. D'accord. Vous parliez tout à l'heure du prix BNP Paribas, par lequel un jury de lycéens dans des classes options cinéma et audiovisuel de la région récompense un réalisateur. Il y a dans le festival et dans votre manière d'aborder le cinéma une forte notion de transmission. En tout cas, c'est ce que j'entends. Est-ce que c'est important pour vous ? Est-ce que le cinéma, la cinéphilie par extension, c'est une éducation, notamment de ces jeunes ? Moi, j'en suis profondément convaincu, dans le sens où moi, j'étais
exposé au cinéma. Je pense que le premier film que j'ai vu, j'avais 6 ou 7 ans. Oui, c'était quoi? Je suis... Alors, c'était un Walt Disney. Moi, j'ai des images très vagues en tête, mais je me rappelle de l'effet que ça m'avait fait. Et les premiers vrais films, enfin pas un dessin animé que j'ai vu, c'était un film totalement effrayant. Ah bon? C'était The Day After. C'était un film en fait d'une simulation sur les lendemains de la guerre atomique. Et c'était un film qui en plus, il a eu énormément de soucis parce qu'il a été interdit à la télévision aux États-Unis parce que la reproduction, en tout cas la simulation, était tellement efficace qu'il avait terrorisé les gens. Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez vu ça? Je pense que j'avais 7-8 ans. Et donc ça vous a attiré vers le cinéma plus que dégoûté? Ah non, mais en fait, c'est juste que je me suis rendu compte ou en tout cas, j'ai porté à moi les effets de cette exposition et les pouvoirs des images en mouvement et du cinéma. C'est-à-dire que ce sont des images qui, à 8 ans, me permettaient d'élaborer les mondes dans lesquels je vivais. Donc du coup, je me suis rendu compte, plus ou moins inconsciemment, de la force et la puissance que le cinéma avait. Et je n'en suis jamais revenu, je crois. C'est une émotion que vous avez déjà retrouvée au cinéma? Que je retrouve tout le temps, heureusement. Enfin, si j'arrêtais de croire ce pouvoir des images, c'est vraiment ces grandes capacités des images de nous permettre de penser le monde. Moi, je suis extrêmement convaincu que notre cerveau pense par image et que plus on le nourrit d'images, on le nourrit de significats, mieux on imagine le monde. Et que donc, l'éducation à l'image, ou en tout cas l'exposition au cinéma, c'est un aspect fondamental de cet enrichissement du vocabulaire sémiotique avec lequel on pense le monde. Et que donc, offrir cette possibilité au public de très jeune âge jusqu'au lycéen, c'est quasiment un devoir civique pour ce qui me concerne. On parlait de votre première séance. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour votre prochaine séance? Est-ce qu'elle est déjà prévue? C'est quoi le prochain film que vous allez voir? J'aimerais savoir. Là, pour l'instant, vraiment, on est dans l'après-festival et l'idée de ne pas avoir de film à voir là tout de suite, mais malheureusement, il y en a. Vous faites une petite diète là ou... Je vais commencer avec le prochain film que je vais voir. Je pense que ça va être un film qui nous est proposé pour la sélection de la quinzaine de réalisateurs et que donc je suis tenu à voir le plus vite possible. Et qu'avant les fins de semaine, c'est sûr que je vais voir l'un de ces films qui nous sont proposés pour la quinzaine. Alors justement, avant de se quitter, un petit mot sur la quinzaine des réalisateurs, quand même, de toutes nos félicitations. C'est pour donc cette sélection parallèle du Festival de Cannes. Vous avez été nommé délégué général. Quel va être votre rôle? Comment vous l'envisagez? Comment vous voyez venir ce festival? Mon rôle, ça va être sélectionner des films, avant tout. Oui. Et surtout, et ensuite d'imaginer aussi les évolutions possibles en termes de structure, d'organisation, des propositions. C'est une partie pour moi extrêmement importante pour ma formation de cinéphile. Je pense qu'il y a énormément de films qui sont sortis de la quinzaine, qui ont contribué à ma formation en tant que cinéphile, en tant que personne même. Et c'est un immense honneur. Je sens une énorme responsabilité à faire continuer justement cette tradition et cette histoire qui a révélé au monde des réalisateurs qui ont marqué l'histoire du cinéma ensuite. Donc c'est avec ce désir-là, cette envie-là et c'est une certaine humilité aussi face à l'histoire qui me précède que je m'approche à cette tâche. Merci beaucoup Paolo Moretti d'avoir partagé ce fauteuil pour deux et répondu à nos questions. Alors donc on vous retrouve à Cannes et puis l'année prochaine pour fêter et souffler les 10 bougies du Festival international du film de La Roche-sur-Yon. C'est d'accord? On vous rappelle dans un an? Parfait. Au plus tard, peut-être avant. À très bientôt sur Séance Radio. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Un fauteuil pour deux sur Séance Radio.